Bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble un moment, une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivants. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. Je reçois L'Orage. Ce rappeur suisse est aussi coach et intervenant social et nous allons plonger dans son univers multiple et varié. Bonjour Thibaut. Mais salut, Mais Comment- salut avec le bel accent. Comment vas-tu? ça va très bien, je te remercie. Alors effectivement, je peux pas le cacher, le petit accent suisse, il va ressortir. Mais ça va très bien, je te remercie. Ouais. Merci de m'avoir invité. Alors, Thibaut, L'Orage, tu préfères qu'on t'appelle comment? On peut dire Thibaut, ça va très bien. Ça va très bien. Ouais, Donc, tu es suisse, hein, tu vis en Suisse, euh, tu es rappeur. Je dirais que dans tes textes, tu transcris tes expériences, tu te racontes sans fausse pudeur, avec une forme de force et de délicatesse à la fois. Tu parles de tes émotions, tes agitations, tes doutes, ce qui fait qu'en fait, chacun peut se reconnaître dans ce que tu dis. Tu as fait un TEDx en 2023, en avril, sur le thème justement de la créativité. Et je t'ai écouté sur une radio suisse dans une interview il y a 6 ans de cela, où tu parlais d'un voyage que tu avais entamé, un voyage vraiment extérieur et un épisode aussi de ta vie douloureux. Et tu disais dans cette émission que le rap, eh ben, pour toi, c'est un exutoire, tout à fait. Je dirais même une thérapie, ouais. une thérapie. Et tu es Mhm. à la fois coach aussi, donc tu accompagnes des personnes aussi à aller vers eux-mêmes. Voilà, exactement. Si je peux rajouter quelque chose, en fait, j'ai repris un cursus universitaire en travail social. Et je travaille dans un foyer avec des jeunes en, en difficultés diverses, mais pour la plupart, c'est des jeunes qui peuvent avoir des gros problèmes d'attention, etc. Et puis qui suivent en fait une formation, un cursus d'apprentissage. Et voilà, en parallèle, donc je suis à l'université en travail social ici en Suisse. Et puis, oui, coach professionnel. Donc, j'ai fait une formation de coach professionnel il y a quelques années. Et t'es rappeur. Et oui, ouais, alors je suis rappeur, j'ai mis un petit frein à tout ce qui est concert, tournée, etc. Parce que simplement, je peux pas être partout, hein, comme on dit, si on fait un petit peu trop de choses, eh ben, on fait rien du tout finalement. Donc j'ai voulu me concentrer majoritairement sur la possibilité d'évoluer professionnellement, donc à travers le travail social qui se combine bien avec le coaching, qui fait Mm. aussi pas mal de psychologie en fait. Et puis, j'ai aussi voulu ne pas mettre la musique au centre de mon gagne-pain, si on veut bien, Mm. pour pouvoir garder cet amour de la musique. Donc, Mm. je fais pas mal de choses, mais au final, tout est un peu relié. Oui, mais tu réunis toutes les parts de toi parce que dans ce que tu fais en coaching ou en travail social, bah, tu es sur les émotions et ensuite tu viens parler de ça, de ton expérience à travers ce que tu nous proposes. Tes textes sont vraiment ciselés, ils sont percutants, il faut vraiment avoir l'oreille pour écouter tous les mots, hein. Tous les mots sont importants, les écouter plusieurs fois. Et je trouve intéressant que tu n'aies pas voulu mettre cette musique au centre de ta vie pour que ça ne devienne pas un business en fait et que ce soit, ça reste ta passion. Voilà, donc si tout d'un coup il se trouve que je peux vivre de ça, je pense que je continuerai quand même à travailler à côté, donc dans le social avec un but un peu plus vers l'éducation,
éducateur, si on veut bien. Mm. Euh, mais c'est aussi une possibilité. Et puis, je continue de créer. J'ai un studio avec des copains. On a construit un studio professionnel, donc déjà il y a quelques années. On a investi pas mal là-dedans. Et puis, c'est quand même une grande partie de ma vie. Et c'est sûr que si quelque chose vient à marcher mieux financièrement, je pourrais éventuellement donner plus de place aussi à la musique. Mais je ne m'arrête pas du tout, même si je ne fais pas partie de ces musiciens qui ont la capacité à sortir des albums tous les 6 mois ou des chansons toutes les semaines. Il y en a, hein, clairement, qui arrivent à faire euh, beaucoup. Alors moi, j'ai beaucoup de choses en stand-by toujours. J'ai plusieurs projets qui sont, euh, on va dire, ouverts, mais je me mets pas une pression. Voilà, c'est vraiment pour revenir à ce côté financier, je me mets pas une pression euh, là-dessus en étant en fait euh, en ayant l'argent comme moteur. Donc je le fais quand je sens que c'est le bon moment. Et puis, bah moi, j'essaye vraiment de travailler petit pas par petit pas vers mes objectifs. Donc, je préfère travailler sur ma musique 15 minutes par jour, mais tous les jours, plutôt que de me dire pendant quelques mois, je fais rien et ensuite, je sais pas, je pars en vacances, je prends un Airbnb et puis je fais que ça. Donc voilà, c'est un petit peu J'allais te mon poser mode opératoire. ouais, j'allais te poser la question justement comment tu travailles. Est-ce que tu penses que ça met justement cette pression aux artistes quand ils doivent bah, sortir des albums ou écrire des livres? Hein, on le voit, certains écrivains qui sont obligés, juste ce que tu disais, d'aller s'isoler parce qu'ils ont leur éditeur qui leur a commandé, ou leur manager ou leur producteur qui leur a commandé un nouvel album ou un nouvel ouvrage. Et du coup, bah, ça crée de la pression et la créativité, elle est pas bonne sous la pression, on va dire. Alors, tout à fait, je pense que ça dépend pour qui. Il y a des gens qui travaillent mieux sous pression, qui ont besoin d'avoir cette, ce côté un peu deadline pour pouvoir sortir quelque chose. Il y en a d'autres chez qui, en fait, ça va plutôt faire un effet euh, négatif. Ça va peut-être détériorer un petit peu la qualité de leur travail. Et c'est vrai que c'est une réalité. Si on écrit des livres et puis qu'on est sur un contrat d'édition, ben, on a des deadlines, on doit envoyer des Bah, 100 brouillons pages, voilà, c'est ça. absolument 100 pages exactement. On nous dit de réécrire, etc. Et c'est pareil dans la musique. Il y a beaucoup d'artistes qui, on va dire, qui sont dans une position, on va dire, extrêmement privilégiés dans le sens que ils auront énormément de visibilité, mais on ne sait pas forcément derrière ce qui se passe. Parce que pour faire exploser un artiste, les maisons de disques, elles mettent beaucoup d'argent, elles ont des contacts directement avec des radios et il y a des obligations de faire des tournées. Il y a des choses qui peuvent mettre la pression et pour d'autres, en fait, ça va être plutôt quelque chose de positif qui va leur permettre d'avancer puis d'avoir une structure. Mm. Moi, je suis plutôt de cette nouvelle génération d'artistes parce que maintenant, c'est vrai que ça existe, hein, autant que ce soit dans l'écriture de livres ou dans presque quoi que ce soit d'autre, il y a ce côté auto-édition, auto-distribution qui devient une possibilité de nos jours avec Internet. Et je connais beaucoup d'artistes, donc on va prendre surtout dans la musique, qui font comme moi, en fait, qui sont complètement indépendants. C'est-à-dire que, voilà, on va peut-être avoir un contrat de distribution, comment est-ce qu'on dit, des agrégateurs ou des distributeurs qui vont permettre, en fait, de diffuser la musique partout, sur Spotify, sur YouTube Music et partout en même temps, finalement. Et puis, par contre, l'artiste va devoir financer lui-même toutes ses productions.
mais en même temps, rien ne lui est demandé, si ce n'est que le contrat peut être de, par exemple, 6 singles, 8 singles ou des choses comme ça. Et puis, il y a pas de deadline. Et moi, je suis encore plus indépendant, on va dire maintenant, parce que j'ai terminé mon contrat avec Believe. Donc ça, c'est une grosse maison de distribution qui est à Paris, qui a toujours des très gros noms de la musique. Et puis, j'avais un certain nombre de singles à leur rendre, on va dire. Et une fois que c'était terminé, ben, je peux laisser mon catalogue chez eux, mais je peux aussi continuer à distribuer ailleurs. Donc maintenant, on va dire que je suis complètement libre. Et puis, voilà, donc c'est avec les avantages et les inconvénients. Hmm. Euh, Oui, je comprends. faire C'est-à-dire, tu es libre de créer et de me diffuser par toi-même. Mais c'était aussi intéressant d'avoir ce diffuseur qui t'a soutenu dans ton démarrage finalement et qui continue de diffuser tes premiers albums. Voilà, alors c'est presque ça, dans le sens que j'avais commencé en autodiffusion avec TuneCore, donc c'est un distributeur en ligne qui permet vraiment de payer un abonnement et ensuite de distribuer partout et de recevoir toutes les royalties, si on veut bien, sur un même compte. Mhm. Et en fait, ne touche pas d'argent sur ce qu'on génère, mais il touche seulement de l'argent sur l'abonnement qu'on paye D'accord, à l'année. d'accord. Et ensuite, j'ai eu justement une proposition de Believe. Avec eux, alors on pouvait prendre une avance ou pas. Moi, j'ai choisi de ne pas prendre d'avance parce que les avances, au final, c'est des prêts bancaires, hein. Enfin, Et c'est des oui, prêts à 0% si on veut bien. Mais l'avantage chez eux, c'est que, alors, eux prennent une partie de ce qu'on génère. Par contre, il y a un côté distribution un peu plus poussé, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de pitcher en playlist, pas vraiment en radio, mais plutôt des grosses playlists. Et puis, ça m'a permis aussi d'avoir un peu plus de visibilité pendant un certain temps. Et je suis très content d'avoir fait cette expérience. depuis combien de temps tu écris? Alors, j'écris depuis à peu près 2014-2015. Par contre, je crois que la première chanson que j'avais sortie, qui s'appelait Monologue de sourd, était sortie en 2015, je crois. Je l'avais sortie juste sur YouTube. C'était le plus facile et tout. Et puis, peut-être 2 ans après, j'ai commencé à sortir plus régulièrement des choses. Donc, si on va voir sur Spotify, je crois que le premier single, donc Monologue de sourd, a été uploadé en 2017. Oui. Donc il y a eu un moment où c'était plutôt de mon côté, dans l'ombre, on va dire. Et Mm. puis ensuite, j'ai commencé à le montrer aux gens, à oser un peu aussi sortir le travail et se le faire critiquer finalement. Et en fait, ça m'a aussi poussé parce que les critiques étaient majoritairement positives et quand il y avait des critiques un peu négatives, euh, ça m'a pas trop touché. T'as pas J'ai trop pu, impacté. non, dans le sens que c'est vrai qu'on peut avoir 100 commentaires qui sont positifs et puis un commentaire qui est négatif et c'est sur celui-là qu'on va un peu psychoter. Mais en réalité, j'ai toujours réussi à prendre ces commentaires négatifs comme constructifs. Et si c'était simplement bête et méchant, bah, je me suis dit que ça devait être euh, pas, enfin, que ça devait être déjà souvent un peu des gens qui sont jeunes, qui se disent ouais, moi je vais mettre un commentaire comme ça. Puis au final, je fais plus trop attention à ça et ça me va bien comme ça. Ben, disons que peut-être le commentaire négatif, s'il est élaboré, tu peux peut-être te dire, ah ben il y a peut-être quelque chose à aller creuser dans ce commentaire-là. C'est peut-être pas totalement en fait faux, c'est pas forcément négatif, mais peut-être je peux améliorer cet axe-là ou pas, parce que aussi on a le droit en tant qu'artiste de, tu as le droit de faire ce que tu as envie de faire finalement, hein, de bousculer certains codes par rapport au rap ou au texte.
Et puis, ça peut être moteur et effectivement, euh, de retenir aussi le positif pour continuer d'aller de l'avant. C'est quand même une bonne façon de voir que, d'oser se montrer, c'est déjà un grand pas. Oser montrer son travail. C'est comme si tu te mettais tout à nu et que tu dis, bah voilà, voilà mes émotions et voilà ce que j'en ai fait. Et c'est vraiment un grand pas. Tout à fait. Je pense que c'est pas seulement dans la musique, hein, mais dans tout ce qui est Oui, artistique, à un moment donné, montrer. Et puis, même par exemple, ce que tu fais, le podcast, etc., c'est à un moment donné, il faut se dire, bon, je saute le pas et je oui, sors quelque chose. Peut-être au début, ben, il y a peu de gens qui regardent, il y a peu de gens qui critiquent, etc. Puis en fait, ça finit c'est par ça. s'accumuler. Puis voilà. Ouais, c'est ça, Tu exactement. as des briques derrière toi, ben, c'est une brique à la fois, puis à la fin, tu as un C'est mur. ça, ouais, exactement. Tu parles de catharsis, c'est très intéressant parce que cette écriture, parce que avant de faire ce rap, de le prononcer, il y a une expression euh, littéraire. Euh, à qui- comment tu peux parler de ce phénomène à l'intérieur de toi? Parce que je trouve ça très intéressant. Alors, par rapport à, je crois que je dis quelque chose du type libération cathartique ou quelque chose comme ça. Ce côté dans la musique qui permet de libérer, pour moi, c'est surtout au niveau des textes. Mm, Et c'est surtout au niveau de pouvoir transformer un ressenti. Ça peut être une angoisse, ça peut être quelque chose de positif, de l'amour, etc. Souvent, on a des émotions en nous qui sont là, mais qui sont difficiles à décrire pour les autres, enfin pour être comprises des autres. Et puis, le rap, comme beaucoup d'autres formes d'écriture, ça permet, selon moi, justement, de d'écrire ce qu'on ressent, puis de se dire, est-ce que c'est vraiment ça? Par exemple, je me sens bizarre, on commence avec ça. En fait, c'est pas seulement bizarre, c'est je me sens un peu engourdi. Engourdi pourquoi? Engourdi par ce qui vient de m'arriver, engourdi par ces dernières années. Et puis, en fait, c'est cette possibilité de d'écrire quelque chose comme une sorte de vraiment de brainstorming au début, et puis de le retravailler, retravailler, et à un moment donné, en tout cas chez moi, je peux relire une phrase, relire une rime et dire, c'est exactement ce que je voulais dire. Et là, ce moment où on arrive à mettre exactement le doigt sur ce qu'on voulait dire, sur ce qu'on a ressenti, eh ben, on peut ensuite le poser sur de la musique et puis le sortir. Et on se rend compte que là, on a pu, entre guillemets, gagner le débat avec nous-mêmes, quoi. C'est comme si il y avait bah, quand on est dans une conversation avec quelqu'un, qu'on essaie d'expliquer quelque chose, ça peut arriver qu'on dise pas exactement ce qu'on avait sur le cœur, mais qu'on le déforme un petit peu. Avec la musique, on a le temps de revenir dessus et puis de dire vraiment précisément ce qu'on ressent. Et ça, pour moi, il y a ce côté justement cathartique euh, qui, qui fait une libération d'énergie finalement. Et puis, la preuve de ça pour moi, c'est en fait quand des gens sont venus me dire, je vois exactement où tu veux en venir. Moi aussi, j'ai ressenti ça comme ça. Et là, je me dis, OK, donc j'ai pu dire exactement ce que j'avais sur le cœur. Et ça, pour moi, ça libère. tellement. Donc, c'est un peu Oui, ça. finalement, l'artiste le fait d'abord pour lui. Et puis ensuite, il a envie d'en parler parce qu'il a justement envie que les autres, ils aient aussi cet impact pour eux-mêmes. Si ça parle, on sait que ça parlera pas à la population entière, mais si ça touche seulement une personne, ben, c'est ça qui est Tout à intéressant. fait, ça marche. Tout à fait, ça marche déjà si c'est une personne. Et c'est vrai on peut sortir des ouvrages ou quelque chose, une chanson qui va moins parler, d'autres qui vont extrêmement toucher les gens alors qu'on n'aurait pas forcément pensé.
Et puis, je pense qu'au début, c'est vrai, on fait d'abord de manière très, comment est-ce qu'on dit pour soi? De manière très égoïste presque. Ouais, C'est presque- auto-centré finalement, oui. Voilà, exactement. C'est quelque chose qu'on fait pour soi. Et ensuite, quand on le fait aussi pour les autres, c'est encore une autre dimension de... C'est marrant, je vais réutiliser le côté autocentré, mais c'est... ou le côté égoïste, c'est un peu égoïste la manière dont ça nous fait du bien quand quelqu'un nous dit que ça lui a fait du bien. Ouais, c'est vrai. Peut-être un petit peu ce côté, ça fait plus plaisir d'offrir un cadeau que de recevoir un Ouais, c'est cadeau. vrai. Ouais, tu as Et du raison. coup, ouais, c'est... Et du coup, il y a comme de la joie ou de la paix ou de la sérénité selon ce qu'on qui en fait navigue de l'auditeur au créateur. Voilà, exactement. Et puis, moi, j'ai des gens qui m'ont dit aussi, ça m'a motivé aussi à écrire. Et puis, tu as des gens qui peuvent te dire, moi, j'écris aussi. euh, Par contre, je veux pas montrer. Puis Hmm. après, d'un moment, quand même, au bout d'une année, 2 ans, ils commencent quand même à le montrer aux autres. Et puis, donc, c'est vraiment un processus, j'ai l'impression. Ouais. Ça commence hein, par une petite graine comme ça, puis ça monte gentiment, gentiment, gentiment. Puis j'ai l'impression, hein, on parle de créativité, c'est vraiment un processus. C'est pas, bon, ça peut être pour certains, hein, quand on dit par exemple l'écriture automatique ou bien le jet de pinceau de Picasso qui faisait comme ça, bam. Mais il y a quelque chose C'est- derrière. Ben oui. Il y a des centaines de toiles derrière, il y a des milliers de toiles derrière pour qu'ils puissent faire juste un petit quelque chose et puis dire ça vaut des millions ou comme ça. Ouais, ça, c'est un truc aussi que je trouve qu'il faut réussir à avoir pour être heureux dans la création, c'est la patience. C'est de se dire, OK, je commence aujourd'hui quelque chose, il faut pas que je me décourage si ça sort pas dans une semaine, ça sortira peut-être dans un an. Il faut avoir un peu cette... je trouve, pour moi, c'est comme ça que ça marche. Après, je sais pas, certains sont beaucoup plus spontanés dans ce qu'ils font. Mais pour moi, avoir une grande patience par rapport à la sortie de ce que je fais, par rapport à peut-être au côté un petit peu perfectionniste ou l'envie de perfectionner, au moins jusqu'à ce qu'on soit content, quoi. Ça permet aussi de sortir des choses que sinon on n'aurait pas sorti parce qu'on aurait abandonné avant. On serait dit, mais c'est bon, là, ça fait un an que tu as commencé ça, passe à autre chose. Abandonne, entre guillemets. Je sais pas si Euh, tu vois ce que je veux ouais, dire. ouais, totalement. Il y avait Brassens qui disait que dans une interview qu'il jetait la moitié de ses chansons. Enfin, il les jetait pas, mais pour sortir 12 chansons sur un album, à l'époque, c'était ces albums de 12 13 titres, il en Ouais, avait écrit 24. ouais. Ça, on entend beaucoup, hein. Ouais, Puis c'était ben, des gros travailleurs, hein, quand on ouais. parlait de Jacques Brel et tout, lui il disait beaucoup, beaucoup de Et, travail. et, Oui. et est-ce qu'il n'y a pas des textes comme ça qui t'arrivent, tu vois, est-ce que tu vois pas la différence entre des textes qui sont comme s'ils descendaient de nulle part, tu sais, dans ton TEDx, tu as parlé de cette créativité là qui tourne autour de nous et puis d'un coup on se laisse traverser, presque parfait, t'as presque pas touché à peut-être des petits arrangements, puis d'autres c'est laborieux, ça veut pas dire ce que tu ressens, tu n'y arrives pas à transmettre. Est-ce que tu as ces deux faces comme ça de la créativité? Ouais, vraiment, tu l'as extrêmement bien dit. En fait, bah, je donne des ateliers de musique depuis 5 ans dans le foyer dans lequel je travaille. J'avais commencé avant d'être embauché chez eux comme, on va dire, éducateur, auxiliaire ou Mhm. aide-éducateur. Je donnais d'ailleurs, je donne toujours hein, des ateliers vraiment d'écriture où on suit les jeunes je dis on parce qu'on est deux à faire ça. Mhm. On suit les jeunes sur un projet de rien à une chanson terminée. Et en fait, le plus grand challenge, c'est de réussir à leur faire passer ce cap de la feuille blanche ou Mhm.
de cette résistance, en fait, qui peut être là tout le temps, enfin, qui est là énormément pour tous les créatifs, pour probablement un grand nombre d'écrivains, etc. De se dire, bah là, en fait, je sais pas, je bloque. Et moi, j'ai essayé justement de créer des techniques pour moi d'abord et ensuite aussi pour ces jeunes, pour pallier à ça, en fait, pour réussir à garder une certaine comment est-ce qu'on dit? Mais que ça soit fluide et que ça soit pas finalement une trame pour que ce soit pas tellement laborieux que tu écris C'est deux ça. phrases par jour, quoi, en fait, ou même par semaine. Voilà, exactement. En fait, rester un peu dans le processus, quitte à, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est, par exemple, il y a un moment où on bloque trop, Mm. c'est aussi que c'est pas le moment. Ça veut pas Ouais. dire qu'on abandonne. On peut essayer beaucoup. Et des fois, ça paye aussi de vraiment se concentrer sur quelque chose et puis de se creuser le cerveau. Mais il y a un moment donné, quand il y a plus de frustration que de flow, si on veut bien, ça peut valoir la peine de mettre de côté temporairement. Pour moi, et je pense que ça marche aussi bien avec les jeunes. Ça veut dire que des fois, je leur dis, tu aurais meilleur temps de rester encore un peu dans ce processus, d'améliorer la manière dont les rimes arrivent, mais là, tu es bloqué. Donc, on va jusqu'à prendre, par exemple, un générateur de mots aléatoires sur Internet. Et puis, je lui dis, mais enfin, je leur dis, c'est avec ça que tu vas travailler maintenant. Puis, des fois, il y a un petit peu, oui, mais c'est pas sur ça que je veux bosser. Puis, je dis, mais tu es déjà bloqué pour l'instant. Tu verras, à un moment donné, ça va se débloquer. Et puis, par exemple, ben, ils sortent, on peut dire, j'aimerais trois mots aléatoires. Et puis, ça commence, je sais pas, lavabo, éléphant, et puis fantaisie. Et puis, je vais leur dire, ben, j'aimerais là que tu me trouves une rime avec chacun de ces mots. Ensuite, tu, tu complètes le début de la phrase du premier mot, le début de la phrase du deuxième mot, tu essaies de faire un lien. Et puis après, tout d'un coup, alors, il y a toujours ce côté, on jette beaucoup de ce qu'on fait, on va pas utiliser. Mais ça permet aussi un peu au cerveau d'avoir une sorte de mémoire neuronale Mm. ou, ou d'avoir cette capacité à toujours aller chercher un peu plus loin. Et après, un atelier suivant, par exemple, en parlant toujours de ces jeunes, bah, ils vont revenir dessus. Et puis là, tout d'un coup, ça va leur sauter aux yeux. Ouais, ça Et va dire, mais en sortir. fait, c'est ça que j'aurais dû. Voilà. Donc, oui, pour répondre à ta question, moi, j'ai toujours un peu cette dualité entre ça sort super facilement, hein, le côté un peu talent, que Oui, moi, j'ai pas l'impression fulgurance, d'avoir. j'ai envie de dire. On ne sait pas trop d'où ça vient. Voilà, C'est, magie, hein, oui, ouais. on va dire. Et ça vient aussi, j'ai l'impression, parce qu'on n'abandonne pas, parce qu'on a fait 99 textes qu'on ne va pas utiliser, puis bam, il y en a un qui ressort. Et ouais, c'est beaucoup la manière dont je travaille. J'aime beaucoup cette idée de pouvoir mettre sur pause et puis de revenir quand ça paraît une évidence. Mm. Voilà. Et puis, ce que je veux peut-être rajouter aussi, c'est que parfois, ça peut être un sujet qu'on veut aborder, vraiment, 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 puis on n'y arrive pas parce que tu n'as pas les mots, tu n'arrives pas à trouver les mots qui correspondent à ton émotion. Et puis que ça va être un autre qui va venir facilement, qui est peut-être pas en lien, puis l'autre, il viendra peut-être dans 2 mois, parce qu'il reste avec toi finalement. C'est ce que tu disais aussi, c'est que, ben, je t'ai entendu dire ça, c'est que tes idées, elles dansent toujours autour de toi, et puis peut-être qu'à un moment, bah, hop, elles vont s'inviter différemment. Peut-être Ouais. un mot, quelqu'un va déclencher quelque chose aussi, ça arrive aussi avec l'extérieur, non? Que tu dis, Oui, ah, tout à c'est fait. ça le truc, l'idée vient me chercher d'une autre manière et je vais le prendre de cet angle-là, hein. Absolument. Moi, pour le côté sonorité, par exemple, ah, ça sonne super bien avec ça, mais ça a aucun sens. J'aime bien le noter parce que Oui, ça pourrait disparaître. Par contre, ben, il y a par exemple Stephen King qui disait que pour lui, il n'a pas vraiment besoin de noter ses meilleures idées, ses meilleurs vraiment plots, ou je sais pas comment dire, ses meilleurs chapitres.
Parce que pour lui, si il s'en souvient pas, c'est que c'était pas une bonne idée. Ouais, j'avais entendu dire ça. Ouais, en gros, pour lui, enfin, ça veut dire que si on a vraiment une idée qui est ancrée en nous, eh ben, elle va germer pendant qu'on discute avec des gens, pendant qu'on la travaille pas forcément. Ouais, c'est vrai. Et bam, tout d'un coup, quelque chose arrive par rapport à cette idée parce qu'elle est tellement, en fait, elle se clarifie. Donc moi, j'ai de nouveau ces deux manières où si j'ai vraiment une idée qui est euh, très précise, très claire, eh ben, j'aurais pas forcément besoin de la noter. Je sais que je vais peut-être devoir piocher, m'inspirer à gauche, à droite, en tout cas pour la phase de mise en place de rimes ou comme ça, pour compléter cette idée puis la clarifier. Par contre, pour tout ce qui est rime, pour tout ce qui est sonorité, assonance, allitération, j'aime bien ça avec ça, j'aime bien un schéma de rime, mais c'est pas encore exactement ce que je veux dire. Et ben là, j'ai meilleur temps de le noter pour pouvoir après aussi m'en débarrasser, Oui, oui, ça lâcher te prise. libère. Ouais. Ah, exactement, c'est pourquoi stocker des choses dans notre cerveau alors que ça peut être noté quelque part. Ouais, c'est clair. Ah, c'est un petit peu ça. Thibaut, si on ferme les yeux et qu'on se dit, bah, je voudrais aller dans ton univers, c'est à quelle couleur? Ça ressemble à quoi en toi? Est-ce que Alors, c'est coloré? Est-ce qu'il y a des gros contrastes? Est-ce que c'est... Tu vois ce que je veux dire? Ça serait quoi? Alors toi qui es coach, en plus, tu vas vraiment me répondre. Tu vois, en sensation, ça ressemble à quoi? je vais le faire pour de vrai, mais je pense que je connais déjà la réponse. Je vais vraiment fermer les yeux. En fait, c'est extrêmement compliqué, mais c'est beau aussi pour moi, enfin selon moi. Ça veut dire que c'est hyper coloré, c'est hyper complexe, ça pétille de partout. J'ai tendance à avoir un peu envie des fois de calmer mon esprit parce que c'est vraiment une machine qui s'arrête jamais pour moi. Donc, je suis le genre de personne qui met très longtemps à s'endormir parce que ça tourne. Donc, je dois aussi trouver un peu des manières de calmer mon esprit. Mais je sais aussi, en ayant discuté avec d'autres personnes, que euh, c'est pas comme ça pour tout le monde finalement. C'est vrai. Donc, il y a des gens qui me disent, il y a, je sais plus comment ça s'appelle je sais pas si c'est une maladie, mais une condition qu'on n'arrive pas, les gens, certaines personnes n'arrivent pas à se visualiser des choses. Ah, À tu veux dire à se l'intérieur, représenter à l'intérieur d'eux? tout Ah, à fait. Par ah, je exemple, savais même pas que tu vois ça. ouais, alors, ça, ça existe, voilà, des gens où, en fait, tu fermes les yeux, puis tu imagines, par exemple, euh, une voiture. Alors, eux, ils savent ce que c'est une voiture, le concept et tout, mais il n'y a pas une image Ah, ils mentale. n'arrivent pas à projeter des images. Ah oui, d'accord. Je savais même Voilà, pas que ça existait parce que moi-même, je ferme les yeux, je pars dans d'autres pays. Donc, en fait, pour moi, c'est assez étonnant que c'est possible. Tu sais, c'est assez rare. ton univers, elle me fait penser à un film. Quand tu parles de ça, il me fait penser à Valériane de Luc Besson. Je Les l'ai Mille pas vu, je vais Cités. le noter. Ah oui, eh ben, va regarder ce film. En fait, c'est les 1000 cités où il y a tous les peuples de l'univers, que ce soit des humains ou des extraterrestres. Ils sont regroupés dans une espèce de grande, on va dire, grande cité, avec comme je sais pas, des bulles, en fait, où il y a tous ces gens qui cohabitent, puis on peut quand même aller dans d'autres planètes, puis il y a des réalités virtuelles qui sont quand même existantes. Enfin, je veux dire, c'est un monde fascinant qui n'en finit. Tu vois, c'est infini, c'est coloré, ça va vite. Besson, il a la technique pour t'emmener dans des endroits inconnus. Et quand je t'écoute, c'est ça que ça me fait penser, tu vois. C'est un film d'animation? Non, non, il a fait, c'est un vrai film, hein, en fait. D'accord. Ouais, Oh, c'est un vrai je film. regarde. Ouais, ouais.
Et donc, bah, va regarder, c'est ça, quand je t'écoute, ça me fait penser à ça. Ouais, il y a un petit peu ce truc, j'ai l'impression un peu de, tu sais, les multivers. Oui, mais c'est exactement ça. Et ça va vite dans tes textes, ça va vite. Et il y a des tas d'idées. Je trouve, tu vois, il y a énormément d'idées dans un rap, dans une chanson. Ça dure 3 minutes, mais j'ai l'impression que tu nous fais voyager à vitesse grand V. Ouais, alors, ouais, des fois, c'est ça que j'aimerais bien réussir à pas changer, mais disons, explorer aussi autre chose, parce que je pense que la capacité aussi à sortir plus spontanément des choses, c'est aussi quelque chose de bien. Et puis, j'ai tendance à essayer de faire en sorte qu'il y ait 14 interprétations de la même phrase, euh, que ce soit dense. Oui, Et ça se sent puis, cette densité, ouais, ouais. Elle se sent voilà, et des c'est fois, volumineux, c'est épais, on sent que tu vois, ouais, ouais. ouais, puis, ouais, il y a un truc un peu cérébral des fois où j'essaye d'avoir le plus de concepts dans une phrase, que ça puisse faire plusieurs sens, etc. Et, des fois, j'avoue, des fois, j'ai une petite jalousie pour certains artistes qui arrivent en fait à donner une émotion qui est tout à fait valable et vraiment qui fonctionne, à laquelle on peut s'identifier et qui peuvent se retrouver dans une interview et qui disent, ouais, ça, je l'ai écrit en 15 minutes. Alors, je dis pas, on a tous nos manières de faire, mais des fois, ça me titille. Je me dis, mais comment? Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'elle ment? Mais je pense qu'il y Puis a les voilà. deux, en fait, on disait avant, il y a les deux. Il y a le moment où tu sors 15 minutes, puis ça n'a presque pas de retouche, puis il y a l'autre texte qui est fastidieux, laborieux, et puis même tu te dis, je vais jamais le sortir, j'imagine. Hein. Je pense que Ah, ça existe. il Le y a 15 que- minutes, à mon avis, dans une carrière d'artiste, il n'y en a pas 50%, c'est plus du 5%, je pense. C'est ça. Et il y a quand même une phase, je pense, hein, dans tous les milieux artistiques, il y a vraiment une phase d'expérimentation qui prend une grosse partie du gâteau Ouais, au niveau temps, hein. ouais, 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 je pense que... Et puis ça peut être... Je remarque aussi que ça peut être décourageant pour certains. Quand je vois ces jeunes, par exemple, qui... voilà, certains écrivent sur papier, certains ils écrivent sur leur téléphone, mais ils ont en fait des lignes et des lignes et des lignes, mais rien n'a de lien. Et en fait, moi, je leur dis, mais moi, c'est pareil, c'est pire même. C'est-à-dire que j'ai des paquets et des paquets de feuilles. C'est... Ça m'a aidé à progresser, mais je vais peut-être rien prendre dedans. ouais, je comprends. Ça, c'est vrai, tout ça, c'est une petite frustration aussi des fois. On se dit, mais j'aimerais bien vider mon cahier de rimes et puis en faire quelque chose. Mais finalement, en fait, ça fait partie du processus, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. On n'est pas des intelligences artificielles. Donc, Ben, ouais, puis je trouve que c'est bien parce que l'intelligence artificielle, elle va nous faire quelque chose de bien joli, sûrement avec des bonnes rimes, des alexandrins ou des rythmes, mais il n'y aura peut-être pas l'émotion. ouais, Ça nous alors appartient quand même en tant qu'humain, donc je sais pas, peut-être qu'un jour, d'ailleurs, ça fait un peu peur pour tous les artistes, parce qu'ils se rapprochent quand même de quelque chose de bien, je trouve. J'ai pas mal expérimenté ChatGPT pour voir ce qui pouvait sortir, à quel point tu pouvais préciser les rimes, les jeux de mots, etc. C'est vrai que moi, il n'y a rien que je pourrais sortir de ChatGPT qui ferait un texte qui transmet quelque chose, une émotion. Par contre, bon, j'ai essayé de voir s'il arrivait à compter les syllabes, etc. C'est pas encore ça, hein. Il ouais, manque encore quelque chose. Mais bon, il y a aussi ce côté avec l'intelligence artificielle où on risque aussi L'intelligence artificielle risque de se heurter à un mur, dans le sens que elle est nourrie de contenu humain. mais bien Donc, sûr.
si les humains commencent à réduire la quantité de choses qui sortent d'eux-mêmes, de leur cœur, de leur tête, ben en fait, c'est l'intelligence artificielle qui va se renourrir de choses d'intelligence artificielle qui à la base étaient humaines, etc. Et puis ça va devenir très plat, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Pour l'instant, je me sens pas encore remplacé et je connais pas d'artiste qui m'ait dit avoir pu sortir des chansons à l'intelligence artificielle et en être fier. D'ailleurs, enfin, je connais Non, personne qui m'a avoué faire ça. non. Après, moi, ce que j'aime bien avec ChatGPT, par exemple, ça nous permet de rechercher très rapidement. Donc, je lui dis, par exemple, je cherche des synonymes de quelque chose, mais qui rime avec ça. Alors oui, il y a aussi d'autres sites qui nous permettent de chercher ça, mais pour ça, c'est assez efficace. Et je dirais par exemple, trouve-moi le champ lexical de, je sais pas, la guerre, je dis complètement au bol. Alors il sort quelque chose d'intéressant. Et ça, il faut voir ça comme un outil, euh, et puis comme peut-être éventuellement un assistant, mais Et pas un remplaçant, non. hein. C'est un gros dictionnaire, moi je trouve. C'est une manière autre de chercher. Et puis on s'est fait, avant il n'y avait pas Google. Moi je suis un petit peu plus âgée que toi. Avant on cherchait dans des grosses encyclopédies qui étaient classées de A à Z. Et Ouais. après on a eu Google, Internet. C'est pas si vieux que ça en vrai, hein. Donc là, ben, déjà, c'est super bien. On trouve des tas de choses en, en Google ou d'autres moteurs de recherche. Euh, et puis aujourd'hui, on a l'IA et c'est très bien parce que ça nous aide sur certaines choses, mais ça ne nous remplacera pas notre émotionnel et ce qu'on a à dire. Euh, et puis, tu disais compter les rimes, peut-être que justement aussi, est-ce que parfois, on n'est pas justement dans de la prose, en des changements de pied, des changements d'effet, des changements de rythme, et du coup, c'est pas remplaçable. Tout à fait, ouais. Moi, je pense que c'est surtout l'émotion qui va être dure à remplacer. Et ouais, Mais euh, tu vois, si tu as besoin, par exemple, que tu as 6 pieds, puis qu'à un moment, pour faire un effet avec le son, etc., tu as besoin de passer à 8, ben toi, tu t'autorises en tant qu'artiste à faire ça. Et personne va jamais te dire, mais attention, t'as pas suivi. et ça, c'est vrai, tout à fait, et ça peut forcer aussi les artistes de tout horizon à aller dans des endroits où personne n'a jamais été, donc où l'IA, pardon, ne peut pas aller aussi. Eh oui, Parce, parce que l'IA créée par rapport à ce qui a été fait, que ce soit image, texte, etc., euh, il le fait d'ailleurs relativement bien, mais justement, il n'a pas cette capacité peut-être aussi à faire des fautes qui seraient faites exprès eh oui. et qui seraient une sorte de manière de troller, de jouer avec les limites de l'IA. Donc, Ou ouais, d'inventer des nouveaux mots, tu vois, parce que je suis certaine que voilà. tu en as déjà inventé des mots dans tes créations. Il y a des choses comme ça, ouais, tout à Hein? fait. Ouais, ouais. Comment ça marche avec la musique? Tu es musicien ou tu envoies tes textes à ton équipe avec lesquelles tu as créé ce home studio? Tu dis, bah voilà, ça vient de sortir, on met la musique dessus, ou à l'inverse, ils te proposent une musique où toi-même tu crées de la musique et du coup le texte vient. Alors maintenant, je suis capable de créer une composition musicale. J'ai un background qui est assez léger en musique, dans le sens que je fais un peu de guitare, mais je comprends assez bien la musique, mais je fais beaucoup à l'oreille. Donc je me suis formé sur Logic Pro, Mm. l'application Ouais. après GarageBand qui est sur Apple. Donc je me suis vraiment formé pour le côté éditer la musique, donc éditer les bandes, m'enregistrer, je m'enregistre tout seul, et puis vraiment pouvoir
jusqu'à mixer. Donc, Les deux. voilà, donc j'ai des... C'est un peu plus récent que, ben, par exemple, mes premiers sons sur lesquels, en fait, je trouvais une instrumentale, je trouvais une musique, je faisais en sorte qu'elle soit disponible, que ce soit, on va dire, Libre de légal droit. de le faire, ouais, libre de droit, ou alors, ben, Ou des tu fois, l'achetais, ou peut-être. de l'acheter, ou de... il y a des licences qui existent. Je travaillais avant vraiment sur une seule musique et puis jusqu'à ce qu'il y ait un produit fini dessus. Et puis je travaillais avec mon pote avec qui on a fait le studio. Lui est vraiment musicien, donc il est pianiste, il est directeur de chœur, il connaît toute la théorie, il est même prof de musique. Donc c'était beaucoup lui qui me créait un peu sur mesure. Je lui envoyais une instru, je lui disais j'aimerais quelque chose qui ressemble à ça, mais plus rapide, etc. Et en fait, avec le temps, j'ai tout testé. Ça m'est Mm. arrivé d'écrire sur un clic, donc juste sur le métronome, Ouais. donc quasiment a cappella. Ça m'est arrivé de composer une petite musique en ajoutant des samples libres de droit que j'ai Mm. trouvés et puis de finir par poser dessus après. J'ai une chanson par exemple qui s'appelle Garçon manqué, c'est entièrement ma création, donc, texte et musique. Et mélodie. Donc, euh, mais j'aime beaucoup en fait le côté de collaborer. Mm. Alors maintenant, pour répondre à ta question, c'est plutôt d'abord la musique. Je dois d'abord avoir la musique et l'émotion que la musique transmet pour pouvoir écrire. Ça m'est quand même arrivé parfois de, tu sais, tu peux trouver le tempo d'une chanson simplement avec, il y a des outils sur Internet, tu tapes tempo, TAP, tempo, comme ça, et puis tu fais avec ta barre espace ou Mm. n'importe quelle touche, et puis tu te dis, OK, j'aimerais savoir ce que c'est le tempo de ça. Et ensuite, tu as un tempo, par exemple, allez, on va dire 100 battements par minute. Et puis, j'écrivais un texte sur une instru qui était 100 battements par minute, mais qui me plaisait pas trop. Alors, avec ma manière d'écrire, ça, c'était pas mal, en fait, de pouvoir ensuite faire une recherche et écouter 100 autres compositions, mais aussi sur un tempo de 100. Ouais, je comprends. Et puis, ben, avec ma manière d'écrire, si le tempo est le même, je peux toujours transférer d'une musique à l'autre, mais j'essaie de trouver celle qui permet de transmettre les émotions que je veux transmettre. Et oui. Oui, parce qu'on voit que ça matche bien entre en fait, les textes, la mélodie. Ensemble, ça donne plus de puissance aux deux. C'est ça. Ah, Après, je connais des rappeurs ou des chanteurs qui vont se voir plutôt comme leur but est de surfer sur n'importe quel instrumental. oui. Ça va être leur challenge, on va dire. Ça veut dire, Mm. si tu es bon en rap, c'est que tu es capable de t'adapter à n'importe quoi. Et moi, j'ai pas trop ça. Ça veut dire que je peux très vite être bloqué si l'instru est trop simple, me dérange. Si je l'écoute 3 fois en boucle et puis que j'en ai marre, c'est pas bon signe, quoi. Ouais, ouais, ça va pas créer quelque chose. Qui sont tes mentors? Tu t'es beaucoup inspiré de la musique française, la pop française. Aujourd'hui, tu écoutes quoi? Alors, Est-ce que tu j'écoute. écoutes des choses ou justement au contraire, tu veux plus écouter pour pouvoir créer? Ah, ça, c'est une bonne question parce que c'est vrai que des fois, j'aime bien faire une pause, en tout cas au niveau des paroles. Ça veut dire que je vais écouter que des instrumentales Mm. euh, et plus trop de playlists de rap, par exemple, de ce qui se fait en ce moment ou quoi, parce que j'essaye de pas être trop influencé, parce que je pense avoir une certaine direction que Mm. j'aimerais garder. Oui, oui. Mais euh, en fait, moi, c'est ma mère écoutait beaucoup de chansons françaises. Mon père écoutait de tout, dont du rock, dont des choses en anglais, dont aussi du rap.
Un peu moins, c'était pas un fada de rap, mais il achetait plein de CD. Et puis, donc, j'ai eu une période chanson française. Ensuite, dans l'adolescence, c'était un peu plus rock. Et ensuite, c'était un peu plus rap. Et il y a une sorte de fusion pour moi, c'est en écoutant du rap américain Hmm. où je me disais, waouh, là, c'est vraiment la musique. Et après, j'écoutais du rap français à texte, Ouais, vraiment, hein, il y a des beaux textes, ouais. des super bons textes, et puis que ça pouvait me foutre les frissons d'écouter, et puis de dire, oh, waouh, ça, il a réussi à dire, ça, ils ont réussi à faire. En plus, c'est en rythme et tout. Et c'est là que j'ai voulu commencer moi aussi à écrire, quoi. C'était Hmm. l'émotion que ça a transmise, que ça m'a transmis. Et donc, pour les mentors, bah maintenant, j'écoute beaucoup de rappeurs qui, entre guillemets, sont pas forcément dans la catégorie rap. Par exemple, L'Homme Pâle, j'aime beaucoup ce qu'il fait, L'Homme Pâle. C'est très pop à certains moments, mais il sait aussi rapper et puis il sait transmettre des émotions. Donc, j'ai écouté beaucoup Nekfeu, Hmm. j'ai écouté, Hmm. j'en ai écouté, hein, j'ai épluché voilà. Après, moi, je suis un petit peu détaché du rap de rue parce que Oui, c'est pas ma réalité. Donc, il y a aussi eu peut-être un moment, un côté un peu, je suis pas à ma place ou je suis pas légitime parce que je me disais, ben, je viens pas de la rue, je viens d'une ville en Suisse, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas nos difficultés. ben, c'est Et sûr. puis, J'ai l'impression que c'est plus vraiment vrai, ça, que c'était une période dans les années 90, peut-être 2000, ce rap de rue, tu vois, nous, avec des cités où des jeunes se sont explorés et ont aussi parlé de leurs difficultés. Puis j'ai l'impression que c'est un petit peu terminé parce que j'entends maintenant et que c'est ouvert à plus de personnes finalement, le rap, le rap, le slam, c'est plus une question de banlieue, on va dire. Hein. c'est ça, il y a une culture qui s'est formée autour de l'art sans forcément être autour de l'origine de cet art. Du Et du social, on coup, va dire, voilà, du social. c'est ça. Et il y en a beaucoup qui ont ouvert cette porte, comme tu disais, à sortir du côté rue, à revendiquer autre chose, à parler plutôt des émotions plutôt Ouais, que de la situation de rue, etc. ouais. Et il y a aussi le fait que dans certains rappeurs qu'on écoute, enfin, moi je le vois, ma fille qui écoute beaucoup, beaucoup de rap depuis longtemps. Je ne vais pas citer le nom du rappeur, mais et je vois moi je l'aime beaucoup aussi, et du coup je vois son évolution son intérieur. Et du coup, finalement, ces histoires de bah, je suis issue d'un quartier difficile et je suis de la rue. Et puis maintenant que lui, il a du succès, ben, et qu'il a comme travaillé, en fait, ce que tu disais, ce côté cathartique, il a travaillé sur lui et aujourd'hui, il fait des choses très conventionnelles dans ses textes. Et je trouve ça super intéressant de voir aussi l'évolution de l'artiste à travers Ah, son c'est art. sûr. Il y avait Booba qui disait justement, Booba qui était très street au Ouais, début, etc. Lui, il disait, mais enfin, on lui avait reproché d'être devenu un peu plus soft parce qu'il faisait des trucs autotunés, etc. Et puis lui, il s'est trop bien défendu dans une interview où il disait, en fait, moi, je veux représenter, entre guillemets, le rêve américain, quoi. Je suis ouais. parti de là, mais si je suis encore là-bas à 50 ans et Bah puis que je oui, fais semblant d'être pauvre là-bas et d'être toujours... Non, bah lui, ouais, pour lui, il a l'idée, raison. c'est je suis sorti de là-bas. C'est ça. Maintenant, je suis parti des De euh, l'élite. nouveaux riches, de Eh l'élite. oui, bien Voilà. sûr. Donc, l'évolution, elle est très importante. Et il y en a qui vont suivre et il y en a qui vont avoir du ressentiment pour ça. Oui, oui, je comprends. Ben, c'est comme si tu pouvais montrer. En fait, il a démontré par son art que il pouvait changer les choses, Tout à finalement. fait. Hein. Tout à fait. Et c'est vrai qu'après, bah, je veux dire,
des artistes de rue qui sont devenus un peu des pop stars et puis qui finissent jury à The Voice ou des choses Et comme ça. oui, Eh ben voilà, je veux dire, des Joe Star qui était le c'est ça. DM et tout, ben, il est devenu acteur dans des films. Voilà, pour moi, c'est le chemin normal et Ouais, ça attire aussi de nouvelles personnes, mais il y en a qui vont être perdus en route parce qu'ils sont trop attachés au côté purisme de l'art. Et puis voilà. ouais, c'est ça. Je pense que Et- certains écrivains, si tu as des écrivains très mainstream, hein, je sais pas, genre Marc Lévy ou Guillaume ouais, Musso, des gars comme ça, euh, il y a aussi une raison pour laquelle ils vendent autant, c'est parce que c'est un, c'est un format qui touche une grande population. Et si tout d'un coup, ils commençaient à faire peut-être des récits d'horreur, oui, on serait un peu là, mais c'est plus comme avant, quoi. c'est ça. Et ouais, c'est Ouais, c'est toujours ça. le risque. Enfin, il faut prendre le risque, mais pas trop. Et puis, c'est une balance, quoi. Il y avait un rappeur qui parlait de ça. J'ai perdu son nom. Bah, puis plus je vais le chercher, moi je vais le trouver. Qui a 40 ans aujourd'hui. Et justement, il lui disait, bah alors, il fait du cinéma. Il est dans un film français là qui sort. Euh, Barbès, je crois, ça s'appelle. Et puis il disait, mais alors on ne voit plus faire du rap. Il dit, mais j'ai 40 ans, j'ai plus envie de rapper comme j'avais quand j'avais 15 ans. Il Mhm. dit, maintenant c'est le cinéma. Et on lui reprochait de plus faire du rap. Et ça, je trouve ça étonnant. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que, ouais. Il disait, j'ai tout dit, je laisse la place aux jeunes. Bon, après, on peut être aussi au moins jeune. On n'est pas obligé d'être jeune pour faire du rap ou du slam ou de la chanson et s'y mettre tard. Mais je trouvais intéressant. Ben voilà, il a exploré. Puis aujourd'hui, ben, son art, il évolue vers quelque chose d'autre. Totalement. Et puis, j'aurais pas mal d'exemples d'artistes qui ont tourné vers autre chose. Et je trouve que mieux vaut euh, passer à autre chose, par exemple, faire une transition vers le cinéma, et puis avoir un nouveau défi, des nouveaux décors, une nouvelle... Voilà, plutôt que de tourner en rond jusqu'à la fin de sa vie dans un art qui nous fait plus plaisir, et puis où on a l'impression d'avoir tout fait. Voilà. Après, il y a des exceptions, hein. Tu regardes euh, Snoop Dogg ou tu regardes Oui, Eminem. Ça, ces types, ils ont la cinquantaine oui, et puis ils sortent encore des masterclass. Ils oui, sortent des bah, choses qui sont absolument tu prends les top Stones ou niveau, quoi. tu vois, quand tu vois des gens comme ça qui sont toujours sur scène ou même des grands chanteurs français comme on avait de Johnny ou Eddie Mitchell Eddie Mitchell, il sort encore un album et je me disais, mais en fait, il a, je crois, 70 ans de carrière ou 60 ans de carrière. C'est fou, hein. Ouais, C'est c'est... fou. Et tant mieux parce que ça veut dire qu'il a aussi réussi à, à ne pas tourner en rond et Oui, puis à trouver quelque chose de nouveau, à aller creuser dans le même art finalement. oui, oui, tout à fait. Et c'est aussi très honorable, quoi. Ouais. Comment tu te vois, toi, justement, Thibaut, alors, je ne sais pas quel âge tu as, mais comment tu te vois dans 20 ans? C'est quoi ta vision? Je t'ai entendu parler euh, de se voir dans le futur pour se créer avec le quantique la ligne de temps qu'on souhaite, hein. Je suis sûre que tu l'as fait pour toi. Du coup, c'est quoi ta vision de toi dans 20 ans, 30 ans? Tu te vois où? Alors, moi, j'ai 31 ans et puis je m'imagine papa déjà, Mhm, ça, c'est une chose. Euh, j'ai l'impression que à peu près tout ce que j'ai voulu euh, manifester dans ma vie, j'ai toujours réussi à plus ou moins petite échelle, hein. Euh, je me rends compte aussi que j'ai jamais vraiment voulu faire exploser avec la musique, etc. J'ai l'impression que c'était quelque chose que d'un côté je voulais, mais d'un côté j'évitais. Et du coup, voilà. Euh, je- J'aimerais vraiment
pouvoir concilier vie de famille, vie artistique et vie professionnelle. Mhm. Ça, c'est comme ça, plus ou moins, que je me vois. J'espère être encore en très bonne santé. Je suis en très bonne santé, mais j'espère pouvoir être encore en très bonne santé à... Oh purée, ça me vieillit, ça, parce que je me dis, dans 20 ans, c'est, ah ouais, j'aurai 40. Non, non, j'aurai 50 ans. Mais oui, Non, j'espère, j'espère être jeune dans ma tête, longtemps, à jamais. Et puis, en fait, ça paraît triste ce que je vais dire, mais ça ne l'est pas du tout. Mais j'ai l'impression que j'ai déjà vraiment eu une très belle vie. hmm, Que j'ai déjà beaucoup voyagé, j'ai déjà expérimenté beaucoup de choses. Et je suis pas vraiment dans un délire de besoin de quelque chose. Je me rends compte que j'ai pas besoin de grand-chose aussi. t'es Donc, heureux, t'es heureux là, ouais, hein. ouais, tout à fait. Ouais. Non, vraiment. Et puis, je suis moins à la course vers quelque chose qu'avant. Oui, mais je trouve que c'est pas triste, au contraire, ça veut dire aussi c'est tout ce que tu as élaboré entre ton art, le coaching, l'accompagnement social, qui fait qu'aujourd'hui tu profites du chemin déjà parcouru et que tu vis ton instant présent. Tu as quand même une vision de toi vers laquelle tu veux aller puisque tu veux réunir toutes tes parts. Non, tu as raison, ça sonne plutôt bien comme ça. Bah Mais ouais, c'était ce que j'allais dire, c'est pour dire, qui était peut-être assez triste, c'est que j'aurais très bien pu dire, je peux mourir maintenant, oui, ça rendra les gens autour de moi, c'est pas le but du tout, mais moi, j'aurais pas l'impression d'avoir manqué grand-chose. Tout ce et que je vais oui, vivre à partir de maintenant, c'est bonus. c'est génial, mais c'est génial parce qu'il y a tellement de gens qui courent après quelque chose. Finalement, tu es comme sage tôt, enfin jeune. C'est une forme de sagesse aussi d'être heureux déjà là. Et c'est beau parce que du coup, tu as cette capacité de t'émerveiller de ton quotidien. Alors qu'il y a plein de gens qui sont soit dans le passé en nostalgie, soit en attente d'un meilleur futur. C'est vrai. Après, ouais, je dirais qu'il y a toujours quand même une envie. Ça, c'est un côté un peu plus égo comme ça, mais d'un côté, je trouve que l'ego peut avoir un effet boostant aussi. Ben, heureusement, oui. Sinon, Ouais. tu pourrais, si on n'avait pas un ego qui nous amène à de nouvelles choses, malgré tout, tester de nouvelles choses, ben, on serait là, puis on dirait, bon, bah, c'est bon, ça va, j'arrête. Cette manière, enfin, c'est une chose qui nous distingue aussi un peu du règne animal, c'est que on a, on a des envies de faire des choses pour certaines raisons, et puis peut-être c'est pas les bonnes raisons, mais grâce à ça, il y aura eu ces choses qui ont été Eh faites. ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Du coup, j'aimerais bien euh, un catalogue musical encore beaucoup plus étoffé que ce que j'ai maintenant. Mhm. J'aimerais que si je pars à, je sais pas, 80 ans, euh, qu'on puisse dire, ben, waouh, ce mec, il a 200 chansons derrière Ouais, lui, ça a quoi. laissé des traces. Et ouais, il y a un côté comme ça, même si au final, ben, on s'en fout, on est mort, tu vois, mais Non, laisser quelque non. chose. Et tu parles beaucoup de, quand tu dis j'aimerais être papa, il y a un côté de transmission aussi, parce que tu vas transmettre à ton enfant qui tu es toi, ton chemin, et puis tu vas laisser comme une sorte d'héritage qui sera un héritage Ouais, musical, et c'est magnifique. c'est vrai. Alors, ça, c'est vrai que c'est encore plus motivant en le disant comme ça, ouais. Ah oui, tu vas lui léguer ça. Peut-être ça lui plaira pas, il dira peut-être. C'est trop vieux, les Mais rappeurs, c'est pour les vieux schnocks. ouais, c'est ça, parce que finalement, on ne sait pas, peut-être que dans 50 ans, le rap, ça sera le disco d'aujourd'hui. Puis finalement, tu vois bien qu'on remet aussi au goût du jour des chansons. Là, quand je vois alors moi, tu vois, je suis plus près des 50, même dépassée. Quand je vois qu'on remixe des sons que j'écoutais quand j'avais 15 ans
Et puis que les jeunes disent, ah, c'est bien ce son. Mais ouais, mais genre, ça a 50 ans déjà. C'est Ouais, ouais, super. ouais, bien sûr. C'est super. C'était les premiers sons de Boom. Et puis quand je vois ce qu'on en fait, je trouve ça génial. C'était pas mal. C'était pas mal du coup. Ouais, et puis beaucoup de ce qui s'est fait aussi dans les années 90, dans les années 90 Ouais, bah oui. à 2000, c'était beaucoup de samples. Enfin, c'était beaucoup de reprises. Ouais. Et puis de remettre au goût du jour aussi un vieux truc. Et puis ben, ça va, je pense que ça va rester. Après, c'est vrai que ben, les genres, il y a des nouveaux genres qui émergent. Mais il y a aussi, par exemple, le hip-hop, je trouve que c'est tellement vaste. Oui. C'est devenu, il y a un nombre incalculable de branches au hip-hop qui tendent vers tout. Rock, ultra émotionnel, il y a le cloud rap, il y a euh, tout ce qui va être un peu plus club. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, c'est ouais. complètement dingue. Il y en a qui vont ressembler à la chanson française. Je parlais de L'Homme Pâle. Alors oui, il sait rapper extrêmement bien, mais il arrive aussi à transmettre des émotions aussi vachement chantées, vachement chansons françaises. Et ouais, c'est pas prêt de s'arrêter. Ouais, puis si tu veux aller par là, après tu peux prendre un morceau de slam ou de rap et puis après tu le mixes avec quelque chose de très house et puis tu fais un tube un tube boîte de nuit, Bah, c'est ça, un tube c'est club. clair. C'est génial, ça, je trouve ça génial. Ça, il y a encore du bel avenir, je pense, pour la musique. Euh, Après, ben, il y a aussi des métiers de la musique qui vont disparaître avec le numérique, avec l'intelligence artificielle. C'est pas bien ou mal, faudra vivre avec son temps. Et puis, on espère. Quand tu vois que le vinyle, tout le monde a jeté a jeté comment dirais-je, ses platines, et puis qu'aujourd'hui, tu vois des magasins de vinyle qui ressortent. Ouais, Donc il bon, y a une forme de nostalgie rétro-futuriste. voilà. Ouais, ou des appareils photo, voilà, on développe plus de photos, puis aujourd'hui, tu vois des appareils photo qui reviennent avec des bandes et tout, c'est juste incroyable. Et, juste pour finir, ton dernier titre, hein, c'est Le Chat Perché. Chat perché, ouais. Chat Ouais. Perché, il est tonique. Merci. Je sais pas J'ai si. beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Bah merci, c'était. J'essaye aussi de pas toujours refaire la même chose parce que je dirais pas, on m'a reproché, mais on m'a dit aussi, ouais, mais t'aimerais pas essayer ci, essayer ça. Donc j'ai fait un morceau sur une instrumentale drill qui est très rue, Ouais, machin. Et puis bah là, je me suis dit, ok, j'avais ce thème en tête de la course de rat un peu. Là, vraiment le côté travailler, 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 ouais, ouais, travailler. c'est ça, c'est ça. J'avais cette vision du chat qui, lui, est en hauteur et puis qui regarde un peu tout se passer sans vraiment s'inquiéter de grand-chose. Et, euh, et d'un autre côté, euh, j'avais envie de faire quelque chose de relativement motivant sans être non plus trop cucu. Donc, ouais, j'ai bien aimé Ouais, la fête. ouais, Euh, j'ai beaucoup aimé. Et puis, Chat Perché aussi, c'était je sais pas si les enfants, ils jouent encore à Chat Perché. Ah, bah, c'était clairement ça le jeu de Ah mots, voilà, hein. c'est ça, hein, c'est ça. On est d'accord. C'est quoi, tu dois attraper l'autre, Et puis les enfin, piger, tu dois puis les percher, quoi. Fallait se exactement, percher, fallait monter en hauteur, et puis du coup, t'étais voilà, plus pour attrapable. Ouais. pas te Je faire sortais du attraper. jeu, en Ouais. fait, en observation, effectivement, et puis je trouve que c'est intéressant parce que peut-être ça va questionner aussi des gens, tu vois, sur le chat perché, et puis sur s'arrêter, faire une pause. Wow, tranquille. C'était vraiment ça, justement, quand je cherche souvent je trouve le titre de mes chansons après avoir fini la chanson. Et puis là, je sais plus si dans la chanson il y a vraiment une référence directe, mais c'est vraiment ce côté, tout le monde se court après, tout le monde court après quelque chose. Et puis tu as ce côté, ben,
tu peux prendre une pause, tu t'élèves un petit peu, tu regardes les choses de haut. Et puis ce côté, ben, le jeu de mots avec le chat qui est perché, qui lui, tu sais, les chats, ils sont, ils sont très peu intéressés par tout ce qui se passe, à part si c'est pour s'amuser, dormir ou manger, quoi. Ouais, puis en même temps, ils ont ce côté quand même curieux. Quand l'humain a fait quelque chose, il va voir après coup, mais du coup, il se précipite pas. Il y a aussi cette notion de timing, en fait, hein. Il va aller voir, mais il prend son temps. Voir si c'est intéressant, puis si c'est pas intéressant, il va retourner dormir. C'est ça. Je pense que les humains, on a tendance à voir les choses de manière beaucoup plus grave que ce qu'elles sont, C'est sûr. à se mettre une charge mentale en plus de la charge physique s'il y a une maladie, s'il y a un problème. Donc, on est doublement pénalisé à cause de notre cerveau qui est censé être l'outil qui nous rend supérieurs. Alors, ouais, des fois, on peut apprendre aussi un peu des animaux, quoi. Tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu aimerais juste ajouter quelque chose, rajouter quelque chose, donner une fin, un message de l'artiste à nos auditeurs? Moi, je pense que j'en ai parlé un tout petit peu au début, mais le, selon moi, la meilleure manière de réussir un projet, que ce soit entrepreneurial, que ce soit euh, l'écriture d'un livre ou quelque chose, c'est le petit pas. Quitte à fractionner ça encore en le mini pas. Parce que, en fait, on a tendance à se fixer des objectifs et de pas pouvoir les tenir. Et si on peut pas tenir l'objectif, on a une certaine, un ressentiment envers soi-même, on n'est pas fier de nous. Tandis que quand on se fixe des objectifs tellement bas, mais très souvent, eh ben, on a tendance à les dépasser et à être fier de nous. Et puis à pas non plus burn-out, quoi. Hmm. Et du coup, si on n'a pas, si on se met pas trop de pression, mais qu'on met une grande discipline dans n'importe quoi de ce qu'on fait, alors je suis pas du tout spécialiste de tout, hein, c'est pas du tout ça. Moi, je prends vraiment ma Ton connaissance QG. voilà, mon QG, mon truc. Et puis, donc, ouais, si quelqu'un, enfin, en coaching, justement, ce que je remarque souvent, c'est que les gens, ils ont tendance à très vite abandonner leurs énormes projets parce qu'ils se fixent des trucs qui sont capables de tenir une semaine, 2 semaines, un mois, puis après, ils sont épuisés. Hmm. Donc, voilà, c'est peu importe ce qu'il y aurait à réaliser, de le faire, de le fractionner en mini parts digestes. Ouais. Un pas après l'autre. C'est un petit peu finalement ce qui rejoint ton chat perché, c'est-à-dire fais des choses, va observer, fais des choses, va regarder, et puis prends le temps de savourer aussi ce chemin, parce que finalement, parfois, l'intérêt, c'est dans le chemin, c'est pas dans l'aboutissement. Alors bien Ah, sûr, on a envie de finir certaines choses, mais c'est de savourer le chemin à chaque instant. sinon, ça n'a aucun sens. Ben oui, Mais je pense, je dirais aussi quelque chose parce que j'ai des jeunes de, de 27 ans, 28 ans bah, je pense à une personne en particulier, mais je sais que c'est beaucoup de gens qui pensent comme ça, ou qui ont la trentaine, des potes à moi qui me disent, moi, j'aimerais bien aussi une fois faire une chanson ou quoi. Mais bon, maintenant, c'est trop tard. ah non, Non, en fait, ouais, ouais, non, mais alors que justement, bon, moi, maintenant, je pourrais être considéré comme je suis pas un jeune rappeur, j'ai 31 ans, mais en même temps, j'ai commencé jeune, j'ai commencé à 22, 23 ans à écrire. Et puis, non, je suis pas millionnaire, non, j'ai pas fait ci, fait ça, mais j'ai jamais voulu le faire. Donc, ce que je dis aussi, c'est que moi, j'ai l'impression d'avoir tout le temps devant moi. Si je me dis, ben, avant mes 40 ans, j'ai presque 10 ans. Et puis avant mes 50 ans, j'ai presque 20 ans. ben Euh, oui. Eh ben moi alors, qui en ai 56 bientôt, je dirais, moi j'ai encore du temps. Alors peut-être un peu moins, mais pourquoi pas se lancer dans quelque chose de nouveau?
Exactement, ça, C'est ça sûr que je aurait ne deviendrai pas astronome, astronaute, parce qu'il y a des choses irréalistes. Mais si ton projet, il est réaliste, il n'y a pas d'âge pour commencer. exactement. C'était surtout ça. Et ouais, moi j'ai vu aussi des gens qui disaient j'ai pas fait, puis qui avaient des regrets. Et je trouve ça tellement dommage, de moins de ne pas avoir essayé. Ouais, on regrette souvent de ne pas avoir essayé. Et, mais je sais plus qui c'est qui me disait ça, mais il y avait quelqu'un qui avait 90 ans et puis qui était retourné à l'université pour Ben oui, encore apprendre des choses. ben oui, Et puis, ouais, moi, pour moi, c'était avant, je dis peut-être ça aussi parce que j'ai eu ce truc où je me disais, oh, j'ai bientôt 30 ans, j'ai 30 ans, j'ai 31 ans. Je me disais, à quoi bon, arrête. Alors, ça n'a jamais germé autant dans ma tête, hein, mais genre, on peut se dire, mais maintenant, c'est un peu tard pour ça et tout. Puis en fait, pas du tout. Il n'y a personne qui nous attend avec une banderole à la ligne d'arrivée. Il y a tout le monde vit sa vie. Personne, à part les gens qui t'aiment, personne s'en fout si tu fais X ou Y. Enfin, c'est il n'y a sûr. pas vraiment de barrière si ce n'est celle qu'on se met nous. Et puis, en tout cas, l'âge, c'en est vraiment pas un, quoi. À part si on veut devenir sportif de haut niveau. Mais... Et oui, voilà, c'est ça. L'âge, et puis j'ai envie de dire les compétences, parce qu'on peut, tu vois, bah, par exemple, toi, tu as fait de la musique, tu connais un peu la guitare, etc. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas musiciens et qui découvrent quelque chose sur le tard. Et donc, je crois qu'il n'y a vraiment pas d'âge. Ouais, il n'y a pas d'âge. Bah, écoute, merci beaucoup. C'était formidable ce moment passé ensemble. Et Ben, puis, merci à toi, c'était super. bonne route sur le chemin de l'inspiration et de la créativité. Continue encore à nous proposer de belles musiques, et je dirais de beaux textes sur des belles musiques. Merci beaucoup, Isabelle. C'était un Merci. plaisir. Je te remercie. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes mes actualités sur www.coach-isabelleleroy.fr.